Nous sommes à la recherche du Allspark. Nous devons le retrouver avant Mégatron. Méga quoi? En 2007 naissait une grande saga cinématographique. Le film Transformers, réalisé par Michael Bay, sortait sur nos écrans. Véritable défi technique, comment a-t-on pu passer de ça à ça? Réponse dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au film Transformers de Michael Bay. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les Transformers ont débuté comme une franchise de jouets destinée aux jeunes garçons, créée en 1984 par les entreprises japonaises Takara Tomy et américaines Hasbro. Tout a commencé avec ces célèbres robots capables de se métamorphoser en véhicules, connus sous les noms d'Autobots et Decepticons. Leur succès initial a conduit à l'expansion de la franchise à travers des bandes dessinées, séries animées, jeux vidéo, avant d'arriver finalement au cinéma. À l'origine du projet d'adaptation de Transformers, il y a deux hommes, Tom DeSanto et Don Murphy, qui étaient à la base intéressés par le développement d'un film G.I. Joe, mais lorsque les États-Unis lancent l'invasion de l'Irak en mars 2003, Hasbro suggère d'adapter plutôt la franchise Transformers à la place. Tom DeSanto a rejoint Murphy parce qu'il était un fan de la série télé. Il rencontre l'auteur de bande dessinée Simon Furman et cite le dessin animé et les bandes dessinées comme leur principale influence. Murphy et Tom DeSanto commencent alors l'écriture d'un premier script. L'idée est déjà de raconter l'histoire du point de vue d'un humain pour toucher le public, tout en ayant un ton réaliste comme dans les films catastrophes. Tom DeSanto avait envie de proposer du jamais vu au cinéma, et un camion se transformant en un robot de 6 mètres de haut, ça n'avait été jusque-là jamais été fait sur grand écran. Il souhaitait également rendre hommage aux films des années 80, ceux de Spielberg principalement, surtout car ils émerveillaient le public, et c'est ce qui manquait à Hollywood dans les années 2000. L'idée était de s'adresser autant aux enfants qu'à ceux qui avaient grandi dans ces années-là. Ils finissent par attirer l'attention d'un certain Steven Spielberg, fan de bande dessinée et de jouets, qui signe comme producteur exécutif en 2004. La première décision de Spielberg sera d'embaucher en février 2005 Roberto Orci et Alex Kurtzman, fans du dessin animé, pour écrire le scénario définitif. Spielberg suggère l'idée d'avoir un garçon et sa voiture au centre de l'intrigue. Ce qui séduit immédiatement Orci et Kurtzman parce qu'obtenir sa première voiture aux États-Unis, c'est un moment important dans la vie. Les personnages de Sam et Michaela étaient le seul point de vue donné dans la première ébauche d'Orci et Kurtzman. Les Transformers n'ont eu aucun dialogue car les producteurs craignaient que les robots parlants soient ridicules. Les scénaristes ont estimé que même si cela paraissait idiot, ne pas laisser les robots parler trahirait les fans. La première ébauche comportait également une scène de bataille dans le Grand Canyon. Spielberg a lu chacune des ébauches d'Orci et Kurtzman et a donné des notes d'amélioration. Après le scénario, reste à trouver le bon réalisateur. Spielberg pense alors à Michael Bay et le contacte le 30 juillet 2005. Mais il essuie un premier refus. Michael Bay ne voulait pas réaliser un film stupide sur des jouets. Il se demandait également s'il était le bon choix pour ce type de projet familial. Mais son envie de travailler enfin avec un réalisateur qu'il admire depuis toujours prit finalement le dessus. Et c'est après une visite chez Hasbro durant laquelle il fut reçu par les dirigeants que le réalisateur finit par changer d'avis en comprenant l'intérêt passionné qu'ils accordent à leurs jouets et du sérieux avec lequel ils en parlent. Étant passionné de voitures, l'idée des voitures sensibles l'intéressait. Il a admis plus tard que ne pas être un fan de Transformers s'était avéré être une bénédiction, car cela lui avait permis de présenter la saga à d'autres non-fans comme lui. Bay, spécialiste des films d'action catastrophes, connu pour ses travelling circulaires, l'utilisation importante d'effets spéciaux et ses montages dynamiques, avait justement travaillé dans sa jeunesse pour Lucasfilm et participé au storyboard du premier film Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue. La plupart de ces films sont des succès au box-office, malgré le désamour de la critique à son égard. Bay considérait la première version du script comme trop enfantine. Il proposa donc de donner plus d'importance à l'armée dans l'histoire. Les scénaristes se sont donc inspirés de G.I. Joe pour les soldats, en faisant attention de ne pas mélanger les franchises. Orci et Kurtzman craignaient que le film puisse ressembler à une pub de recrutement militaire. Ils ont donc choisi de faire croire à l'armée que des pays comme l'Iran étaient derrière l'attaque des Decepticons, et de faire des Decepticons principalement des véhicules militaires. Bay a reconnu que la plupart des Autobots et Decepticons ont été sélectionnés avant que leur nom ou rôle ne soit développé, parce qu'Hasbro devait commencer à concevoir les jouets pour le merchandising.
Optimus, Megatron, Bumblebee et Starscream étaient les seuls personnages présents dans chaque version du script. Une première idée visant à ce que les Decepticons frappent simultanément plusieurs endroits à travers le monde a été abandonnée, tout comme l'idée d'un robot féminin se transformant en moto. Michael Bay a l'habitude de travailler et de tourner très vite à la manière de James Cameron. Ils travaillent tous les deux rapidement et sont leurs propres assistants réalisateurs. Et avec un budget limité de 145 millions de dollars, il accepte une réduction de son salaire de 30% pour pouvoir tourner aux États-Unis et conserver son équipe habituelle. Les producteurs Lorenzo Di Bonaventura et Ian Bryce ont déclaré que le film n'avait coûté que 150 millions de dollars et l'ont qualifié de bonne affaire par rapport aux autres films sortis la même année qui eux ont coûté jusqu'à 300 millions de dollars. Le tournage se déroula pendant 83 jours, un pré-tournage eut lieu le 19 avril 2006 et les prises de vue ont commencé 3 jours plus tard sur la base aérienne de Holloman. En raison de leur destruction plus tard dans le film, la majorité des structures militaires montrées à l'écran n'étaient pas des vraies, mais ont été achetées avant le tournage auprès d'un fabricant privé d'abris militaires. Le tournage a également eu lieu au barrage Hoover et au Pentagone, une première depuis les attentats du 11 septembre. Les scènes extérieures du barrage Hoover ont d'ailleurs été tournées avant l'arrivée des touristes, tous les jours à 10 h du matin, le tournage se déplaçant à l'intérieur pour le reste de la journée. La production en Californie était basée chez Hughes Aircraft, où a été construit le hangar dans lequel Megatron est emprisonné. 6 week-ends ont été passés à Los Angeles pour filmer la bataille finale. L'équipe a été autorisée à tourner à l'Observatoire Griffith, qui était toujours fermé pour rénovation commencée en 2002 et comptait rouvrir en novembre 2006. Le tournage fut finalement achevé le 4 octobre 2006. Côté casting, le choix de Jon Voight pour incarner le secrétaire de la défense John Keller fut une évidence, puisque Michael Bay avait déjà travaillé avec l'acteur sur Pearl Harbor, où il incarnait le président des États-Unis. C'est Lorenzo Di Bonaventura, également producteur du film, qui conseilla Shia LaBeouf à Michael Bay après avoir travaillé avec lui sur Constantine. Pour le producteur, le jeune acteur avait les capacités pour porter un tel projet et permettre au public de s'identifier à lui tout au long du film. Mais Michael Bay pensa au départ que Shia LaBeouf était trop vieux pour jouer un adolescent, après avoir vu sa performance dans Constantine, et après un relooking et une audition, Shia LaBeouf finit par convaincre le réalisateur qu'il pouvait effectivement paraître plus jeune qu'il ne l'était en réalité. Après des seconds rôles remarqués dans Charlie's Angel en 2003, iRobot en 2004 et Constantine en 2005, où il impose déjà son style d'un jeune homme blagueur et un peu tête brûlée, l'acteur explose aux yeux du grand public dans le thriller Paranoiaque en 2007, dont il tient la vedette, et qui est un gros succès au box-office américain. Avec le blockbuster Transformers, c'est la consécration pour le Californien, qui est choisi dans la foulée par Steven Spielberg pour incarner la jeune recrue d'Indiana Jones 4 aux côtés d'Harrison Ford. Megan Fox, qui incarne Michaela, a été auditionnée par Michael Bay. Il expliqua son choix car elle était posée et confiante, et l'alchimie avec Shia fonctionnait très bien. La musique est composée par Steve Jablonsky, qui était à l'époque l'assistant de Hans Zimmer chez Remote Control Productions. Il avait déjà collaboré avec Michael Bay sur The Island, sorti en 2005, et restera d'ailleurs le compositeur des 5 films de la saga Transformers réalisés par Michael Bay. Hans Zimmer, le mentor de Steve Jablonsky, a également aidé à composer la partition. Et parfois ça s'entend vraiment, on a des réminiscences de Batman Begins par instant. L'histoire se déroule en 2007, de mystérieux robots extraterrestres en provenance de la planète Cybertron, capables de se métamorphoser en véhicules, attaquent les systèmes de défense de l'armée américaine. Les services secrets et le gouvernement comprennent alors que ces agresseurs recherchent des informations sur un incident survenu dans l'océan Arctique en 1895. Sam, l'arrière-arrière-petit-fils de l'explorateur Archibald Witwicky qui menait cette mission, se retrouve alors malgré lui pris à partie après avoir découvert que sa nouvelle voiture est le robot Bumblebee chargé de le surveiller. Avec son aide et celle des autres Autobots dirigés par Optimus Prime, il va devoir empêcher les Decepticons dirigés par Megatron de s'emparer du Allspark, un cube contenant une quantité immense d'énergie qui leur permettrait de dominer la planète. Transformers sort en salle aux États-Unis le 3 juillet et en France le 25 juillet 2007. Avant le commencement des temps, il y avait le cube.
Nous ne savons pas d'où il vient. On apprend grâce à la voix off d'Optimus Prime que le cube à l'origine de toute vie, capable du bien comme du mal, est retrouvé sur Terre. Dans une scène d'introduction ultra spectaculaire, des militaires dirigés par le colonel Sharp se font attaquer sur leur base au Qatar par un hélicoptère censé avoir disparu. Hélicoptère qui se change en robot géant et finit par les attaquer. Sam Witwicky, lors d'un exposé devant sa classe, nous apprend l'histoire de son arrière-arrière-grand-père explorateur dans un exposé qui lui permet d'obtenir une bonne note. À moi, mais Attends, je vois rien. C'est un A? C'est bon alors? C'est bon. Ce qui motive son père à lui payer sa première voiture. Enfin, c'est plutôt la voiture ici qui choisit le conducteur. Pour 4. Au Pentagone, de jeunes analystes sont recrutés afin d'analyser un son, seul indice de l'attaque au Qatar. Nous n'avons pour l'instant qu'un indice à vous fournir. Les scènes avec le chien, Mojo et les parents de Sam font toujours plaisir à voir. Sam fait la connaissance de Michaela, qui est à l'école avec elle, et décide de la ramener chez elle dans sa nouvelle voiture. Sur l'avion présidentiel, un robot espion parvient à forcer le serveur de la défense et on a l'impression qu'il est en plein kiff. Il retrouve la trace du cube grâce aux lunettes mises en vente par Sam sur eBay. Pendant ce temps, Sam constate que sa voiture est en fait un robot, se fait embarquer par un flic plutôt barré et les militaires survivants de l'attaque au Qatar se font attaquer par un robot scorpion dans une nouvelle scène ultra réussie et visuellement très impressionnante. Et je peux vous dire qu'en 4K sur grand écran dans son salon, c'est énorme. Regardez ce plan, même la photographie est vraiment inspirée. La jolie blonde analyste, vraiment très jolie, qui bosse pour la CIA, pense avoir réussi à décoder le signal et se fait embarquer avec son pote geek par le FBI. Sam fait un soleil pile devant Michaela en se faisant pourchasser par sa Camaro et finit par tomber sur une voiture de police qui s'avère être en fait un Decepticon. Où est l'objet IP numéro 21153? Où sont les lunettes? J'en sais rien. Et oh, comme par hasard, la jolie Michaela passe par là sur son petit Vespa. Une course-poursuite sur fond de bon rock s'engage alors. Et la Camaro se transforme enfin pour combattre le Decepticon et protéger Sam et sa copine. La scène de la découverte de Bumblebee provoque toujours l'émerveillement et j'ai l'impression de découvrir ce film pour la première fois. Vous êtes des aliens ou un truc comme ça? En te souvenant de ce moment dans 50 piges, tu voudrais pas pouvoir te dire que t'as eu le cran d'y aller. D'autres robots finissent par atterrir sur Terre, prévenus un peu plus tôt par Bumblebee. Et je vous avoue que ça me file encore des frissons. C'est tout simplement grandiose. Je peux pas vous diffuser la scène dans son intégralité malheureusement. Optimus explique que les Autobots sont en guerre contre leurs ennemis, les Decepticons dirigés par Megatron, dont le but est de retrouver le Allspark, un cube d'énergie qui leur permettrait de dominer Cybertron. L'ancêtre de Sam, en exploration dans l'Arctique, était tombé par hasard sur le corps de Megatron et provoquait la gravure des coordonnées de l'Allspark sur ses lunettes. Les robots, légèrement envahissants, finissent dans le jardin de Sam qui réussit à retrouver les fameuses lunettes après avoir attiré l'attention de ses parents, vraiment déjantés mais plutôt sympas. Une amie de votre fils, de Sam. Seigneur, vous êtes à croquer. Et les services secrets font alors leur entrée, eux aussi à la recherche des lunettes, et décident d'embarquer toute la famille, ainsi que Mojo. Je sais pas pourquoi. On comprend alors que cette branche du gouvernement, appelée Secteur 7, était au courant de l'existence des Autobots bien avant leur arrivée sur Terre, grâce à des photos prises sur Mars des années auparavant. Bumblebee finit par se faire capturer et on comprend le lien d'affection qui s'est créé entre lui et Sam. John Keller, le secrétaire d'État à la Défense, est finalement informé par le chef du Secteur 7 de l'existence des Transformers. Keller fait libérer Maggie et son pote Glenn et partent avec Sam, Michaela, Lennox et son équipe au barrage Hoover où Megatron est maintenu congelé et l'Allspark conservé dans le plus grand secret depuis la construction du barrage dont le vrai but était de dissimuler son énergie. On apprend que ces artefacts sont à l'origine du développement technologique du pays et j'aime assez quand un scénario s'inspire de la vraie vie pour rendre crédibles les événements qui nous sont racontés. Ici c'est pas abusé. Frenzy, le petit robot espion qui s'était planqué dans le sac à main de Michaela, utilise l'Allspark pour recréer son corps et lance un appel aux Decepticons. Répondent à l'appel Starscream, le second de Megatron, Barricade, la voiture de police, Brawl, l'expert en armement, le char de combat, et Bone Crusher, le véhicule de génie militaire, ainsi que Blackout, l'hélicoptère militaire. Ils parviennent à libérer Megatron et Sam demande qu'on relâche Bumblebee qui parvient à réduire la taille du Allspark en un petit cube. Et Lennox suggère de le cacher dans la ville la plus proche, Mission City dans le Nevada. De leur côté, les hommes du secteur 7 ne parviennent pas à stopper Megatron qui finit par s'enfuir.
Les Autobots retrouvent Bumblebee, Sam et Michaela, mais Optimus Prime reste en arrière pour éliminer Bone Crusher. En ville, les Autobots, Michaela et les militaires affrontent les Decepticons dans une bataille pour couvrir Sam qui tente d'exfiltrer le cube en haut d'un immeuble. Mais durant sa course, il fait tomber le cube, donnant vie aux gardiens, qui attaquent les habitants. Bumblebee est blessé par Starscream et Jazz est tué par Megatron. Mais Brawl finit par se faire éliminer par Bumblebee avec l'aide de Michaela, qui a droit à sa scène d'action, et Blackout est tué par les militaires. Optimus finit par rejoindre le combat et affronte Megatron. Sam en profite alors pour enfoncer le cube dans son corps. Le chef Decepticons meurt sous l'afflux d'énergie, comme expliqué plus tôt dans le film par Optimus. Les gardiens sont eux éliminés par Ratchet et Ironhide, et les Autobots remercient les humains pour leur aide, et dans l'impossibilité de reconstruire Cybertron, décident de rester vivre en paix sur Terre. Certains Decepticons s'enfuient, et les restes de ceux qui sont morts sont jetés au fond de l'océan. Sam et Michaela sont désormais ensemble. Le film se termine, comme il a démarré, par la voix d'Optimus qui envoie un message à tous les autres Autobots encore vivants dans l'univers afin qu'ils les rejoignent sur Terre. Moi, Optimus Prime, j'adresse ce message à tous les Autobots encore en vie ayant trouvé refuge parmi les étoiles. Nous sommes là. Nous attendons. Transformers est le blockbuster estival de l'année 2007. Il est très bien accueilli par le public partout dans le monde et se classe à la 4e place du box-office de l'année. Avec son budget de 150 millions de dollars, le film récolte 710 millions de dollars au box-office mondial et réalise un joli score de 2 millions d'entrées en France. Ce fut bien sûr le film de l'été cette année-là. Entre 2007 et 2009, Transformers a été sélectionné 74 fois dans diverses catégories et a remporté 25 récompenses. Il fut d'ailleurs nommé 3 fois aux Oscars dans des catégories techniques. La critique française, en revanche, a détesté le film à sa sortie, saluant tout de même ses effets spéciaux, mais moins son scénario. Les critiques ont loué le film pour les séquences d'action, les effets visuels et la conception sonore, mais ont critiqué le temps d'écran de certains personnages et l'utilisation abusive de placements de produits. Durant toute la campagne de promotion, les Transformers apparaissent le moins possible dans les bandes annonces. La plupart des robots ont été gardés secrets afin d'attiser la curiosité des spectateurs jusqu'à la sortie officielle du film aux États-Unis début juillet 2007. Quand des images du robot Megatron sont apparues sur internet et malgré le haut degré de sécurité, le producteur Don Murphy s'est mis dans une colère noire. Il a décidé de faire modifier le design de Megatron, le couvrant d'une sorte de couronne pendant les phases de combat. Les images visibles sur le net correspondaient alors au mode repos de Megatron. Linkin Park signe le générique de fin avec What I've Done, l'un de mes morceaux préférés du groupe, et c'est Megan Fox qui fut à l'origine de leur arrivée sur le film. Elle rencontra les membres du groupe à la fin d'un de leurs concerts et leur parla de son prochain film Transformers. Et le groupe demanda s'ils pouvaient avoir une de leurs chansons dans le film, et c'est ainsi que What I've Done apparaît dans le générique de fin. Pour la scène où Megatron coince Sam au sommet d'un building et où il s'accroche à une statue, Shia LaBeouf était en fait au sommet d'un bâtiment tenu par un harnais, mais sans filet de sécurité sous lui. Sa peur est donc bel et bien réelle. Tous les engins copiés par les Transformers sont issus de l'industrie automobile américaine. En effet, le groupe GMC sponsorise le film et a donc fourni les prototypes de véhicules, mais aussi des invendus que l'équipe a pu faire exploser durant les scènes d'action. Cet accord de placement de produits avec General Motors a tout de même permis d'économiser 3 millions de dollars sur les coûts de production. Les forces armées américaines ont également été un soutien de taille, améliorant le réalisme du film. Des véritables soldats ont donc servi de figurants et des uniformes authentiques ont été fournis aux acteurs. Pour la scène où Scorponok jaillit du sable juste sur les talons des soldats, l'effet a été obtenu en faisant exploser une corde d'amorçage sous le sable. Les explosions se sont produites à proximité et étaient même très dangereuses pour les acteurs de la scène. Avant le tournage, Michael Bay leur a donc demandé de courir et de continuer à courir quoi qu'il arrive, sinon ils auraient pu être gravement blessés, voire tués. L'expression de panique sur les visages des acteurs alors qu'ils fuient Scorponok dans cette scène est donc 100% authentique.
Les Decepticons devaient avoir plus de dialogue dans le film, mais la plupart de leurs répliques ont été coupées pour les garder mystérieuses. Le scénariste Roberto Orci a estimé que plus un méchant parle et moins il est menaçant. Michael Bay voulait à l'origine un iPod d'Apple pour la démonstration de Simon dans la chambre du Halls Park, mais le PDG d'Apple, Steve Jobs, s'est opposé à l'utilisation de l'un de ses produits et un téléphone portable Nokia a finalement été utilisé à la place. Environ 75% des effets visuels du film ont été créés par ILM, qu'on ne présente plus bien sûr, on en parle quasiment dans chaque vidéo sur la chaîne, et les 25% restants ont été réalisés par Digital Domain, la société de Michael Bay. Le mode alternatif de Bumblebee à l'origine dans la série Transformers était une coccinelle Volkswagen, mais il fut décidé de changer pour une Chevrolet Camaro, produite entre 1976 et 2009, parce que Michael Bay estimait que la Camaro avait une qualité plus robuste et plus conviviale que la coccinelle. En hommage à la série, une Volkswagen jaune apparaît tout de même à côté de Bumblebee chez le concessionnaire automobile. Dans le film, on peut noter une référence du réalisateur Michael Bay au film Armageddon. Ça explose de partout! C'est encore plus cool qu'Armageddon! C'est top délire sur la tête de ma mère! Et les mecs, j'espère qu'il est assuré contre les chutes d'astéroïdes celui-là, sinon il l'a dans l'os! Le réalisateur lui-même définit Transformers comme étant son plus grand film d'action. De plus, un colonel nommé Sharp est présent dans les deux films, William Fichtner incarnant celui d'Armageddon. Lorsque Bumblebee décide de changer son apparence de Chevrolet Camaro de la deuxième génération en Chevrolet Camaro Concept, on entend un morceau issu de la bande originale du film Kill Bill de Quentin Tarantino, référence évidente à la combinaison jaune à bande noire que porte le personnage de la mariée incarné par Uma Thurman. Spielberg avait encouragé Michael Bay à filmer la plupart des cascades en direct et à limiter l'utilisation de CGI uniquement aux robots. Les cascades telles que Bone Crusher fracassant un bus ont été réalisées de façon pratique, tandis que des caméras ont été placées au milieu d'accidents de voiture et d'explosions pour rendre le tout plus excitant. ILM a créé des transformations générées par ordinateur pendant 6 mois en 2005, en examinant chaque centimètre carré des modèles de voitures. Initialement, les transformations étaient faites pour suivre les lois de la physique, mais ça semblait pas assez fun, donc tout a été modifié pour paraître plus fluide. Bay voulait que de nombreuses pièces mécaniques soient visibles, afin que les robots aient l'air plus intéressants, réalistes, dynamiques et rapides, plutôt que comme des bêtes lourdes. L'une de ces décisions était de faire en sorte que les roues restent au sol le plus longtemps possible, permettant aux robots de se déplacer à mesure qu'ils changeaient. Bay a donc demandé aux animateurs d'observer des images de nombreux films d'arts martiaux pour rendre les combats les plus gracieux possibles. Et selon Michael Bay, les effets visuels étaient si complexes qu'il fallait 38 heures à ILM pour réaliser une seule image. Chaque pièce rendue devait ressembler à du vrai métal, brillant ou terne. C'était difficile à modéliser car les robots âgés et usés par le temps devaient se transformer en voitures flambant neuves. Les plans rapprochés des robots ont donc été accélérés pour avoir l'air plus cool, mais dans les plans larges, l'animation a été ralentie pour illustrer de manière convaincante la sensation de poids. Bay, qui a réalisé de nombreuses publicités pour des marques automobiles, a compris que la lumière réfléchie sur les robots était la clé pour leur donner cette apparence réaliste. Les modèles sembleraient réalistes en fonction de la quantité d'environnement réfléchi sur leur corps. De nombreuses simulations ont été programmées dans les robots afin que les animateurs puissent se concentrer sur l'animation de zones très petites nécessaires à une performance convaincante. Et c'est grâce à tous ces petits détails et au travail minutieux de ces artistes VFX à l'époque sur le film Transformers que les effets spéciaux sont encore aujourd'hui très impressionnants et font de ce film une référence en matière d'effets spéciaux encore aujourd'hui. Je ne suis pas un fan de la saga Transformers, j'apprécie ce premier film pour ce qu'il est réellement. Sorti en 2007, ce blockbuster estival est sans doute le meilleur de la saga. Grâce à son introduction réussie de l'univers des Transformers, on accroche directement à l'histoire.
C'est simple et efficace. Alors certains pourraient reprocher au scénario son manque de complexité, mais pour un blockbuster destiné aux jeunes, aux familles et aux adolescents, je trouve ça largement suffisant. L'intérêt principal du film n'est pas le scénario, mais bien les robots, les vraies stars du film. Les impressionnantes scènes d'action filmées par Michael Bay et les effets spéciaux époustouflants. En 2007, c'était du jamais vu pour l'époque. On retrouve le style du réalisateur, explosion, fusillade, cliché américain, actrice sexy, humour subtil mais efficace, au moins dans ce premier film. Transformers, c'est du pur Michael Bay. Et en tant que fan de gros blockbusters, j'avoue ne pas bouder mon plaisir devant ce premier Transformers, c'est tellement bien fait que ça en devient juste jouissif. Le film possède également un excellent casting. Shia LaBeouf, alors quasiment inconnu, est devenu une star grâce à Transformers. Il a depuis tourné sous la direction de grands réalisateurs comme Steven Spielberg, Oliver Stone, Robert Redford ou encore Lars von Trier. Ensuite, il y a la très sexy Megan Fox qui joue Michaela, apportant une touche de glamour. Josh Duhamel joue le sergent Lennox, avec à ses côtés une belle galerie de second rôle comme Tyrese Gibson, Jon Voight et John Turturro. Et les robots qui sont bien sûr au centre du film, j'en retiendrai 3, Optimus Prime évidemment, le chef des Autobots, qui en impose vraiment en VO avec la voix originale de Peter McCullen, voix d'Optimus depuis la série d'animation de 1984. They deserve to choose for themselves, and you will die with them. Comme en VF avec Jacques France, voix française de Robert De Niro et Mel Gibson. Bumblebee, l'ami de Sam qui a eu droit depuis à son propre film, et bien sûr Megatron, le chef des Decepticons. En revanche, dans les points négatifs, on sent déjà quelques scènes de gênance. Un défaut qui va s'accentuer dans les films suivants, avec un humour plus que lourdingue et des blagues de cul souvent inappropriées, surtout pour un jeune public. Ah non, moi je suis pour qu'une fille me tripote la mécanique. J'aime autant d'ailleurs. Bumblebee qui fait pipi sur Simons, c'est vraiment too much, et la scène au poste de police n'a rien à faire là. Tu reluques mon calibre, 50 Cent? Tu veux tenter ta chance? Vas-y. Je te colle une bonne trempe. Quelques scènes d'action sont un peu brouillonnes, mais c'est propre au style de montage ultra dynamique de Michael Bay. Et franchement, filmer Megan Fox comme il le fait et la sexualiser à ce point, alors je veux bien que ça fasse partie pour certains des qualités du film, mais c'était déjà un peu limite en 2007, alors imaginez aujourd'hui, vu comment le cinéma a tendance à devenir aussi aseptisé que notre société. Et là où le film brille vraiment, c'est par ses effets spéciaux. Pour moi, il y a un avant et un après Transformers en termes d'effets visuels, comme il y a eu un avant et un après Terminator 2 ou un avant et un après Jurassic Park. Je vous mets au défi, avant 2007, de trouver un film aussi réussi visuellement dans son niveau de détail que Transformers. La musique du film est bien sûr incroyable, avec des thèmes ultra populaires aujourd'hui, le principal étant Arrival to Earth qui est véritablement épique. Ce premier opus de Transformers, réalisé par des passionnés de la licence, annonçait une grande saga cinématographique. Depuis l'échec de The Last Knight en 2017 et son plantage au box-office, Michael Bay, qui voulait déjà arrêter après le troisième film, La face cachée de la Lune, a fini par céder sa place à de nouveaux réalisateurs, se contentant de produire les films. Depuis, la saga cherche à renouer avec les succès des premiers films. Bumblebee et Rise of the Beats ont réussi à contenter une partie des fans, mais on est loin des résultats au box-office de la trilogie originale réalisée par Michael Bay. Et à l'image de Star Wars avec sa prélogie, les fans et le public en général a eu tendance ces dernières années à revoir à la hausse les premiers films réalisés par Michael Bay. Et soyons clairs, c'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'un crossover très attendu et inévitable entre les licences G.I. Joe et Transformers a été officiellement annoncé, ainsi qu'un nouveau film d'animation, Transformers One, qui racontera l'origin story d'Optimus Prime et pourrait s'avérer une excellente surprise. La saga Transformers étant née avec une série animée, je pense que c'est une bonne idée de reprendre là où tout a commencé. Quant à ce premier Transformers, même si vous n'êtes pas fan du style de mise en scène de Michael Bay, du scénario simpliste ou des personnages un peu caricaturaux, la touche de Steven Spielberg parvient ici à donner une âme à ce premier film. Toute l'équipe de production s'est efforcée de respecter l'univers qui les avait accompagnés dans leur propre enfance, donnant le meilleur d'eux-mêmes pour rendre crédibles les robots sur grand écran, ce qui constituait un défi de taille pour l'époque. Et franchement, aucun robot ni aucun des effets spéciaux n'est ridicule dans ce film quand on le regarde aujourd'hui, près de 20 ans après. Comparé à certaines productions actuelles, on a même l'impression que Transformers vient juste de sortir au cinéma. De Transformers en 2007 à Transformers The Last Knight en 2017, la franchise réalisée par Michael Bay a engrangé plus de 4,3 milliards de dollars au box-office.
Transformers est avant tout l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma mondial. Et même si Michael Bay a décidé de passer la main à d'autres réalisateurs, il reste l'emblème de la saga. Alors je suis conscient que la licence Transformers a énormément de fans dans le monde, mais à l'image de son acteur principal, Shia LaBeouf, elle a eu tendance ces dernières années à renier ses origines et à oublier pourquoi on avait aimé ce premier film. Sans trop m'étaler, je me suis lassé de cette saga, un petit peu comme Michael Bay finalement, et j'ai décroché après le troisième film, lorsque Shia LaBeouf a été remplacé par Mark Wahlberg. Montrer des combats de robots aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut surtout qu'on s'attache aux personnages et qu'on nous raconte une bonne histoire, si possible écrite par de bons scénaristes. Sinon, j'ai bien peur que la saga finisse par n'intéresser plus grand monde et que la poule aux œufs d'or d'Hasbro cesse de pondre. Avec sa bande originale mémorable et ses effets spéciaux à couper le souffle, Transformers a ouvert la voie à une nouvelle ère de blockbuster. Malgré une baisse générale de la qualité des films au fur et à mesure de leur sortie, la saga a été adoptée par la pop culture et a réussi à attirer une nouvelle génération de fans. Pour conclure, je dirais que Transformers est un excellent divertissement signé Michael Bay, sans doute l'un de ses meilleurs films. Bien maîtrisé, avec une histoire simple et efficace, de bons acteurs, des effets spéciaux spectaculaires et des scènes d'action explosives. Et malgré ses nombreuses difficultés, espérons que la saga parviendra à retrouver les qualités de ce premier opus. Même si les effets spéciaux ne seront plus aussi révolutionnaires qu'à l'époque, j'aimerais continuer à être émerveillé par les aventures de ces robots et en prendre plein la vue. Car c'est vraiment tout ce que j'attends d'un film Transformers. Tu as risqué ta vie pour protéger le cube. À nul sacrifice. Nulle victoire. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la série Dans ton culte. Évidemment, je vous invite tout de suite à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire et à la partager sur vos réseaux sociaux. C'est évidemment le meilleur moyen de me soutenir et de faire connaître la chaîne. J'en profite pour vous remercier de votre soutien au fil des vidéos et de vos nombreux commentaires. Je vais bien sûr continuer à vous proposer de nouvelles vidéos durant l'été. J'espère que vous serez là, toujours aussi fidèles. N'hésitez pas à aller checker d'autres vidéos sur la chaîne, puisqu'il commence à y avoir quand même une petite vingtaine d'épisodes de cette série Dans ton culte. Passez un bel été et soyez heureux. Soyez heureux. Soyez enculés.